Et l'info du jour s'arrête sur cette étape pleine de symboles. Emmanuel Macron, on va le voir à l'écran, évolue aujourd'hui aux portes de Gaza. Il est arrivé à la mi-journée au camp d'Al-Arish, l'avant-poste égyptien du soutien humanitaire à Gaza. Rares sont aujourd'hui les dirigeants étrangers à se rendre aussi proches des territoires palestiniens, aussi proches de cette guerre. Et c'est précisément pour réclamer la reprise de l'aide humanitaire bloquée par l'État hébreu depuis plus d'un mois maintenant. Il évolue aux côtés de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, qui l'a accueilli tout à l'heure à sa descente d'avion. C'est son deuxième jour de visite d'État officielle à l'Égypte. Emmanuel Macron qui va redire aujourd'hui l'engagement de la France à poursuivre son soutien humanitaire vers les populations gazaouis. Il va appeler aussi tout à l'heure à la réouverture des points de passage pour l'acheminement du fret humanitaire à l'heure où ces portes sont quasi verrouillées aujourd'hui. Quelle est la situation dans les territoires après 18 mois de conflit? Les ONG et les personnels humanitaires peuvent-ils seulement encore œuvrer librement ou sont-ils devenus des cibles, comme certains l'affirment aujourd'hui? On accueille sur ce plateau Ronnie Broman, bonjour, cofondateur, ancien président de Médecins Sans Frontières. Vous êtes directeur d'études au CRACH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être un mot d'abord de cette étape qui s'annonce évidemment pleine de symboles. Emmanuel Macron qui se rend aux portes de Gaza, en tout cas aussi proche des territoires palestiniens. Oui, est-ce qu'il faut y voir des messages? Pleine de symboles, peut-être, d'une sorte d'impuissance consentie, une sorte de passivité grognon de la part des dirigeants occidentaux. Ça fait un mois que plus un médicament, plus un gramme de carburant, plus une goutte d'eau, plus rien n'entre à Gaza. Bon, on vient essayer de faire pression pour que l'aide puisse enfin être réacheminée, ce qui est, je le rappelle, un fondement du droit humanitaire, une obligation absolument primordiale qui s'applique à Israël et qu'Israël ignore. Par ailleurs, il y a 15 jours de cela, une tuerie abominable a eu lieu, celle qui a pris pour cible 15 travailleurs humanitaires du Croissant Rouge, de la Défense civile, de l'UNRWA, qui sont tombés dans une embuscade en dehors de tout affrontement. Ils ont été pris pour cible, ils étaient parfaitement identifiés, des ambulances avec les gyrophares en action, les uniformes avec les surfaces réfléchissantes. Tout était clair, ils ont été délibérément assassinés par je ne sais pas qui encore, mais évidemment par des troupes israéliennes. Alors une enquête justement va être, en tout cas de l'aveu de tous, on appelle à l'organisation d'une enquête internationale. Le Croissant Rouge parle de tirs délibérés et de volonté de tuer. L'armée israélienne, elle aussi, avance ses arguments en face. Elle explique que ces travailleurs humanitaires évoluaient aux côtés de membres du Hamas. On va peut-être regarder de nouveau ces images parce que la tuerie a eu lieu il y a plusieurs semaines. On en reparle aujourd'hui parce que les images tournées par les téléphones portables des victimes ont fuité ce week-end. Et qui démentent les premières allégations de l'armée israélienne, qui a dû revenir sur ces affirmations en disant que les véhicules étaient tout feu éteint, qu'ils n'étaient pas identifiables, qu'il y avait une ambiguïté. Ils ont dû évidemment, une fois cette vidéo publiée... La position israélienne a effectivement bougé et évolué depuis. On va revenir sur l'enquête en cours, ce qu'on en sait, avec Alexandra Quareni et Loïc Chelavon. Regardez. Depuis plusieurs jours, cette vidéo de travailleurs humanitaires abattus par l'armée israélienne est au cœur d'une indignation mondiale. 6 minutes et 42 secondes qui démontent la version officielle, avancée dans un premier temps par l'État hébreu, qui affirmait avoir ciblé des terroristes circulant dans des véhicules suspects. Clairement identifiables, gyrophares allumés, les secouristes du Croissant Rouge sont victimes de tirs nourris. Des images récupérées sur le téléphone portable d'un membre de l'équipe, rendues publiques par l'ONG. Une autopsie complète a été pratiquée sur les corps et les rapports médicaux sont en cours. Nous savons, comme vous l'avez entendu dans la vidéo de la fusillade, que les tirs étaient très rapprochés et que la plupart des blessures se trouvaient sur la partie supérieure des corps, avec l'intention de tuer. 15 personnes sont mortes dans cette attaque le 23 mars dernier. Parmi elles, 8 membres du Croissant Rouge palestinien, 6 travailleurs de l'organisation de la défense civile de Gaza et un de l'UNRWA. Israël, de son côté, affirme que 6 terroristes du Hamas font partie des victimes.
Il est de notoriété publique que le Hamas a, à de nombreuses occasions documentées, utilisé des ambulances comme couverture. Parmi les morts figurent 6 terroristes du Hamas. Que faisaient les terroristes du Hamas dans les ambulances? Le chef de l'armée israélienne demande une enquête approfondie. Mais ce que demande le Croissant Rouge palestinien, c'est une enquête internationale. Une demande appuyée par Berlin. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies parle, lui, de crimes de guerre commis par l'armée israélienne. Voilà, ce ne sont pas les seuls travailleurs humanitaires, les seuls secouristes à avoir été pris pour cible en 18 mois. Je crois que l'année 2024 a d'ailleurs été la plus meurtrière. Gaza est un cimetière de secouristes. Jamais aucune guerre n'a provoqué autant de morts de secouristes, de membres de l'ONU. Jamais aucune guerre dans ces... quand je dis jamais aucune guerre, au cours de ces 30 dernières années, je ne me réfère pas l'ONU parle de l'année la plus meurtrière de l'histoire. C'est très fort, avec 330 travailleurs humanitaires tués. Voilà. Et face à ce désastre, Gaza est aussi un charnier d'enfants. Jamais autant de femmes et d'enfants n'ont été tués au cours des 30 à 40 dernières années dans aucune guerre. Or, je le disais, on a l'impression d'avoir affaire à une communauté internationale un peu bougonne, un peu grognon, mais qui n'a absolument rien à opposer à Israël. Comme s'il n'était pas possible d'imposer des sanctions à Israël. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, lorsqu'elle a agressé et saisi des territoires en Ukraine, elle s'est vue opposer tout un train de sanctions, d'ailleurs plusieurs trains de sanctions à mesure que le conflit progressait. En Israël, rien de tout cela. Israël a toujours un accès absolument libre au marché européen. Mieux que cela, les critiques qui sont adressées à Israël sont entachées de soupçons. Critiquer l'action israélienne, c'est être complice du Hamas, voire être un porte-parole ou un idiot utile. Comment est-ce que vous expliquez justement ce manque, cette absence de dénonciation et d'action aussi? Vous comparez la venue du chef de l'État français, si je vous suis bien aujourd'hui, aux portes de Gaza, à un aveu d'impuissance finalement. Un aveu d'impuissance dans la mesure où cette venue n'est assortie d'aucune mesure concrète, juste des appels. On leur demande de faire preuve de bonne volonté, comme si après 1 an et demi de carnage, après cette boucherie infâme, on pouvait encore faire confiance à la bonne volonté des Israéliens, dont le mensonge et la violence sont les ingrédients politiques fondamentaux de leur action. Donc non, effectivement, on ne peut pas aujourd'hui, ce dont le monde a besoin, ce dont les Palestiniens ont besoin, c'est qu'Israël soit sanctionné, que les boycotts auxquels de nombreuses organisations appellent ne soient plus considérés comme des actions antisémites, comme si boycotter la Russie était une action anti-orthodoxe ou que sais-je, mais soit une mesure citoyenne, politique, de défense des droits des Palestiniens, que les boycotts universitaires, que les sanctions commerciales, que l'accès à l'Union européenne, bref, que tout cela soit remis en question. Donc il y a des outils qui pourraient montrer que l'Union européenne, la France et d'autres pays démocratiques prennent au sérieux leurs injonctions, leurs appels. Mais là, on a l'impression que c'est plutôt pour la galerie, qu'il s'agit de faire, en quelque sorte, de donner un visage honorable à ce qui est en fait une démission totale de toutes les responsabilités. Un visage honorable seulement, vous pensez? Parce qu'on a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, essaye de se frayer un chemin, d'ouvrir une voie. Il s'est passé ce qui s'est passé à Washington. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Et on le voit bien aujourd'hui par cette visite d'État à l'Égypte de 2 jours. Il y a eu cet entretien tripartite hier, une volonté des Français et des Européens, parce que c'est l'Europe aussi qu'il représente aujourd'hui, Emmanuel Macron, de se rapprocher des partenaires arabes pour tenter de faire poids. Les partenaires arabes ne sont pas plus offensifs que les partenaires européens. Ils sont tous tétanisés devant Israël, devant les États-Unis. La seule entité qui aurait eu la possibilité, du fait de son poids commercial, de son importance stratégique, qui aurait eu la possibilité de peser sur Israël, c'est l'Union européenne. Or, elle a totalement renoncé aux moyens qui sont à sa disposition. Je vous rappelle qu'il y a plus de 40 pays dans le monde qui font l'objet de sanctions de la part de la France et de l'Union européenne, depuis la Birmanie jusqu'à la Russie, en passant par plusieurs États africains, latino-américains. Donc ces outils existent. Ils permettent de faire pression. Ils permettent au moins de dire qu'on n'est pas complice activement de cette guerre génocidaire
guerre qui est en train de se dérouler. Gaza est en train de se transformer en camp de concentration, littéralement. Le rétrécissement de plus en plus serré, l'asphyxie à laquelle sont soumis les Palestiniens de Gaza, les réduits dans lesquels ils sont confinés, le désespoir, la faim, l'angoisse, les bombes. Là, quand Israël a non pas repris les hostilités, comme de nombreux médias l'ont dit, mais a repris la campagne de bombardement contre la société palestinienne de Gaza, a repris, il y a eu 1000 morts en l'espace de quelques heures. C'est dire l'intensité de ce qui se passe. Donc, de fait, la proposition, le programme de Trump a été pris au sérieux par les Israéliens, qui sont en train de préparer, même si je pense qu'ils n'y arriveront pas, en train de préparer l'expulsion, la déportation, le retrait des Palestiniens, 1,5 million, 2 millions de Palestiniens. Ils prennent un certain nombre de mesures. C'est un plan d'ailleurs qui a été répété hier à Washington. Il recevait Benjamin Netanyahou à domicile. Donald Trump ne s'est pas privé pour reparler une fois de plus de son plan pour Gaza. On ne sait pas ce qu'il emporte, l'inepte ou l'immonde dans cette tragédie. L'immonde parce que c'est un vol, une déportation, l'expulsion de gens qui vivent légitimement sur leur terre, dans leur maison, qui ont d'ailleurs été massivement détruites et à qui maintenant on dit si vous voulez partir, la porte c'est par là. Ou bien ça c'est le caractère immonde et le caractère inepte. C'est de toute façon les pays qui sont censés accueillir les Palestiniens, ce qui est un vieux rêve, je le rappelle, un vieux rêve sioniste et un vieux rêve en particulier du Likoud, qui considère que les Palestiniens ont déjà un pays qui s'appelle la Jordanie et que donc ils doivent rejoindre ce pays parce que c'est là qu'est leur futur. Ils essayent de faire revivre ce rêve grâce à cet appui inespéré de Trump. Je pense qu'ils n'y arriveront pas, mais en tout cas ils prennent toutes les mesures qui vont en ce sens. C'est la raison pour laquelle on peut parler de camps de concentration. On concentre une population dans un espace ultra confiné en la condamnant au désespoir, en la condamnant à la dépression la plus totale, en l'asphyxiant. D'ailleurs, comme on le fait également en Cisjordanie, car nous ne perdons pas de vue que tout cela est aussi orienté vers la Cisjordanie et que les méthodes employées à Gaza commencent à être introduites en Cisjordanie avec des destructions massives, des expulsions de camps de réfugiés, avec bref, une politique de terreur avec les colons et l'armée indistinctement mêlés qui lynchent, qui détruisent, qui brûlent des récoltes, qui terrorisent des paysans palestiniens. C'est absolument abominable ce qui se passe actuellement en Cisjordanie et à Gaza. Donc que l'on aille se montrer près de Rafah, c'est bien, mais que l'on prenne des mesures qui sont à la hauteur de la situation. Je ne parle pas d'envoyer une armée pour stopper l'armée israélienne, comme par exemple la France l'avait fait en Libye, fondée sur des mensonges et avec des résultats absolument désastreux. Pas du tout cela, simplement des mesures juridiques, politiques, administratives en rapport un minimum avec la situation. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Gaza est en proie, la population de Gaza est soumise à des assauts génocidaires. On veut la perte, la disparition des Gazaouis, comme Israël veut la perte et la disparition des Palestiniens de Cisjordanie. C'est cela qu'il faut empêcher, c'est cela que l'Europe ne parvient pas du tout à empêcher, mais pas parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce qu'elle ne le veut pas. Donc il s'agit d'un consentement, volonté politique. On ne le dira jamais assez. On entend bien Ronnie Broman. Je ne crois pas que Rami Abou-Jamous vous contredira. Il est avec nous. Rami, bonjour. J'imagine que vous entendiez le propos de Ronnie Broman qui m'accompagne en plateau aujourd'hui. On est 18 mois après le début de ce conflit. La situation est ce qu'elle est. Depuis plus d'un mois maintenant, le blocus est de nouveau imposé par l'État d'Israël, le gouvernement israélien. Quelle est la situation dont vous pouvez nous témoigner aujourd'hui? Et puis, est-ce que, comme mon invité aujourd'hui, vous estimez que la venue d'Emmanuel Macron, comme ça, aux portes de Gaza, c'est finalement très peu comparé à ce que vous vivez, vous, aujourd'hui? Et malheureusement, si on veut parler de la situation, c'est catastrophique. C'est une catastrophe humanitaire de jamais vue dans le monde, dans cet art-là où on vit. Il n'y a plus rien à manger ou à boire depuis presque de 40 jours. Malheureusement, il n'y a pas d'aide humanitaire.
Toute la population de Gaza, malheureusement, dépend de l'aide humanitaire. Les gens qui avaient de l'argent, ils n'ont plus d'argent. Les gens qui travaillent, ils n'ont plus de travail. Les gens, ils ont perdu leur maison. 75%, 80% des habitations de Gaza étaient bombardées, terrassées. Donc les gens, ils sont dans la rue, il faut des pompes. Et quand je parle d'aide humanitaire, c'est pas que boire et manger, c'est aussi les tentes, c'est les matelas, c'est les couvertures. Malheureusement, là, la majorité des gens, depuis que le Netanyahou, il a violé l'accord de cesser le feu, il a repris la guerre depuis le mois de mars, 18 mars. Les gens, ils sont dans la rue, il y a des ordres d'évacuation. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus rien à manger. Il y a une basket alimentaire un peu autonome, entre guillemets, de tomates et concombres qui existe un peu au sud, des endroits où ça n'était pas encore terrassé, mais ça ne suffit pas à toute la population de Gaza, et surtout que les prix sont très élevés. C'est du jamais vu. La majorité des gens, ils n'ont pas les moyens d'offrir quelques tomates ou bien quelques concombres. La farine, malheureusement, il n'y a plus de farine, donc toutes les boulangeries, malheureusement, ça a été fait fermer. Même les Nations Unies, qui y avait des humanitaires qui arrivent à les Nations Unies, comme PAM et l'UNRWA, PAM qui subventionnait un peu les boulangeries. Maintenant, ils n'ont plus rien, il n'y a pas de fioul qui rentre, donc ils ne peuvent pas marcher, il n'y a pas de farine. Et pour nous, le pain, c'est un peu l'aliment essentiel pour nous, pour ne pas mourir de faim. Malheureusement, là, il n'y a pas de marché dans le marché. Et l'eau potable, on se rapproche de l'été, donc l'eau n'existe presque plus. La seule station de purification de l'eau qui a été alimentée par une ligne directe fournie par Israël a été coupée. Les autres ont été bombardées, les stations, surtout au nord. Récemment, l'eau potable qui venait, ce qu'on appelle des macarottes, a été coupée du côté israélien, donc il n'y a plus d'eau qui entre à Gaza. Et quand je parle d'eau, je parle de l'eau en général, je ne parle pas de l'eau potable, parce que l'eau potable, c'est presque rare. Mais au moins, je parle de l'eau douce, parce que les gens, ils essaient de prendre un peu cette eau douce et de la chauffer un peu pour que ce soit un peu potable. Et malheureusement, tout ça se passe sur des fours d'argile avec du feu. Et moi, personnellement, j'habite dans un appart et je ne peux pas faire le feu et tout ça, donc je suis obligé de faire ça en bas de chez moi. On amène un peu de feu et de l'argile pour cuisiner, quelques boîtes de conserve. Rami, justement, témoignez-nous et racontez-nous de quoi est fait le quotidien aujourd'hui à Gaza. On a suivi votre périple en 18 mois, vous l'avez documenté par écrit, en images aussi. Comme la plupart des Gazaouis, vous avez été contraint de vous déplacer, puis vous êtes rentré chez vous, dans votre appartement qui était toujours là il y a quelques semaines. Depuis la reprise de ces frappes massives israéliennes, la rupture de la trêve, de quoi est fait votre quotidien ? Malheureusement, c'est la peur. On vit dans la peur parce que déjà, les journalistes se sont visés. Moi, j'en fais partie des journalistes qui a toujours peur. On continue de travailler, mais on sait très bien qu'on va être visé à n'importe quel moment. Vous avez vu hier comment notre collègue a été brûlé vif, malheureusement. Il a été visé directement dans sa tente. Le journaliste dans l'hôpital de Khan Younis. Il y avait 9 autres journalistes qui ont été blessés. Et en même temps, c'est entre le travail de journaliste et surtout de trouver à manger, à boire pour ma famille. Donc, le matin, quand je sors le matin, il y a 2 jerrycans ou 3 jerrycans. J'ai fait 9 étages à pied pour remplir la citerne Tona avec les jerrycans. Donc, je suis obligé de faire monter 9 étages plusieurs fois pour remplir cette citerne-là, pour avoir un peu d'eau. Après, il faut chercher un peu du bois pour faire du feu. Et bien sûr, moi, j'ai fait quelques réserves de boîtes de conserve avec un peu de riz pour faire à manger qui peut tenir chez nous jusqu'au à peu près une semaine. Et en même temps, c'est couvrir les infos, voir ce qui se passe. Et c'est cette instabilité dans tout, l'instabilité dans la sécurité, l'instabilité dans la peur, l'instabilité de déplacement. Parce que moi, récemment, j'ai fait partie aussi de Rémal Sud. Et cette zone-là de Rémal Sud a été aussi sous l'ordre d'évacuation que l'armée d'occupation nous a demandé de quitter. Nous, on a pris la décision de rester. Je suis pas le seul, mais presque tout, la majorité de notre quartier, ils ont pris la décision de rester. Donc j'ai peur à n'importe quel moment d'être bombardé ou bien une incursion terrestre. Donc c'est toujours dans cette peur et cette inquiétude de rester en vie, d'essayer de survivre, parce que malheureusement à Gaza il n'y a pas de vie. Et quand Trump il a dit qu'on va rendre la vie des Gazaouis un enfer, c'est vraiment le vrai terme qu'il a utilisé, parce qu'on vit dans un enfer. Et on est en train de survivre. On n'est pas en train de vivre, mais c'est juste survivre. Faire la mort, faire les bombardements, faire des déplacements et des évacuations, essayer de trouver quelque chose à manger, essayer
d'avoir un peu d'eau potable. Et j'ai un enfant là qui a 2 ans malheureusement. Et il n'y a pas de couche pour les enfants, il n'y a pas de produits d'hygiène. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé des couches lavables, donc je l'utilise. Mais on a des milliers d'enfants malheureusement qui utilisent malheureusement que des tissus pour à la place des couches. Pareil pour les femmes malheureusement. Donc on est devenu dans une situation catastrophique où jamais une population dans le monde est dans cette arme. Merci beaucoup Rami, merci d'avoir été de nouveau à nos côtés pour témoigner de votre quotidien à Gaza. Il y a tout ce que Rami nous raconte régulièrement évidemment sur l'antenne. Il y a cette situation aussi que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que MSF le documente dans ses derniers rapports. Le manque de tout, de médicaments, notamment, on a commencé à rationner là, ce blocus, imposé de nouveau depuis un mois, contraint notamment les personnels médicaux à faire des choix aujourd'hui. On ne peut pas soigner tout le monde. C'est plus que rationner, c'est carrément couper. Plus rien n'entre. Pardon. Plus rien n'entre depuis un mois. On voudrait réduire... On vit sur des réserves qui étaient déjà très maigres. Les réserves étaient en effet déjà très maigres. Le cessez-le-feu avait malgré tout permis d'engranger à la fois de la nourriture, des réserves d'eau, de carburant et de médicaments. Ça avait été en effet salutaire. D'ailleurs, ça avait été salué par les organisations humanitaires, par Médecins sans frontières, à juste titre. Aujourd'hui, ces stocks permettent de tamponner l'arrêt brutal de cette arrivée d'aide. Mais évidemment, ça ne va pas tenir longtemps, surtout après cette offensive, après les déplacements massifs qu'elle a entraînés, encore une fois, après les bombardements, les milliers de blessés que les bombardements ont occasionné ces derniers jours. Évidemment, tout cela fond comme neige au soleil. Et je vais citer Myriam Laroussi, que vous connaissez sûrement, coordinatrice d'urgence de MSF à Gaza. Les autorités israéliennes condamnent la population de Gaza à des souffrances insoutenables. Ce siège meurtrier doit cesser immédiatement. C'est justement ce qu'est censé plaider aujourd'hui Emmanuel Macron à Al-Arish. Il est censé plaider la fin du blocus, la fin du siège. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance d'être entendu ? Je pense qu'il n'a aucune chance d'être entendu si ces déclarations ne sont pas suivies de mesures concrètes. Ces mesures concrètes, j'en ai déjà donné une idée. Ce sont des mesures concernant l'accès d'Israël au marché, l'accès très privilégié, il faut le souligner, d'Israël au marché de l'Union européenne, qui est le premier débouché commercial d'Israël, donc qui est une ressource tout à fait importante. C'est l'arrêt de contrats de coopération entre centres de recherche, universités. C'est aussi la stigmatisation de tout ce qui vient d'Israël, officiellement, en tout cas d'Israël, l'arrêt de la coopération culturelle, généralement présentée comme facteur de paix, mais qui en réalité joue dans le sens d'une propagande pro-israélienne. Bref, c'est la mise en accusation de cet État meurtrier qui est devenu Israël aujourd'hui. Sans cela, il n'y aura absolument aucun progrès. Israël, jusqu'à présent, a toujours été en quelque sorte récompensé pour ses diverses actions de vol, de dépossession, d'expansion de son territoire. Tant que ce mécanisme infernal sera poursuivi, Israël n'a aucune raison d'arrêter, puisqu'elle se voit gratifiée non seulement d'États démocratiques, de seule démocratie du Proche-Orient, d'alliés stratégiques, mais en plus de toutes sortes de facilités qui embellissent sa vie. Eh bien, c'est cela, c'est cette mécanique infernale d'encouragement implicite, mais bien réel, qu'il faut stopper. Vous dites Israël, je dirais plutôt le gouvernement israélien. Est-ce qu'il n'y a pas une chance qu'il soit stoppé de l'intérieur par les Israéliens eux-mêmes? Il y a une partie de la population israélienne, de la société israélienne, qui quand même malgré tout se fait entendre, qui ne veut plus de cette guerre. Est-ce qu'il y a une chance que ça vienne de là? Oui, je pense qu'il y a en effet une dynamique qui est en train de naître, mais n'oublions pas que la majorité des manifestants, la majorité, pas la totalité, des manifestants que l'on voit se regrouper devant les différents ministères ou les sièges ou les maisons des différents ministres, œuvrent d'abord pour ce que l'on comprend, pour la libération des otages. Et ils ont bien raison, on ne peut que les soutenir dans cet effort-là. Mais un certain nombre de ceux qui veulent la libération des otages veulent aussi que cette guerre se poursuive une fois que les otages seront libérés. Donc le mouvement de contestation d'un État israélien, disons, fascisant, meurtrier, colonial, ce mouvement-là, il existe en Israël et il faut bien le soutenir, il ne faut surtout pas le négliger car il est magnifique, mais il est encore ultra minoritaire.
Merci beaucoup, Ronnie Broman. Merci d'avoir été l'invité de l'info du jour. En l'heure de cette visite, cette étape dont on attend évidemment les images, Emmanuel Macron à Al-Arish, aujourd'hui au plus près des territoires palestiniens. On continue à vous